Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Audrey, il faut que tu parles, il faut apparaître à l'écran. Oui, bonjour à tous. Ravie de t'accueillir. Bonjour Audrey. Ton clip d'introduction commençait par régénérer et c'est dans cette énergie régénérée que tu vas intervenir aujourd'hui. Je te présente avant de te laisser la parole. Alors à chaque fois je dis il y a Audrey, je suis ravie parce que alors je suis ravie pour tout le monde, mais particulièrement que tu sois là, Audrey, parce que tu fais partie de ces rares intellectuels qui intègrent dans leur manière de penser le monde à la fois le volet scientifique matérialiste et le volet sensible invisible. Et je suis fan de ce que tu racontes et je suis reconnaissante de te savoir éclaireur, éclaireuse, c'est moins beau, et pionnière sur ce terrain-là, qui est le terrain intellectuel, parce que entre le tout éther ou le tout matérialiste, il faut bien que nous pensions ensemble pour faire société ensemble. On ne pourra pas faire l'économie. Et tu es une pionnière. Tu es anthropologue, praticienne et chercheuse. Tu dis que tu développes, alors toi, ton approche, tu dis d'elle qu'elle est singulière, éclectique et multidimensionnelle, et elle allie à la fois les pratiques rationnelles et subtiles. En tant qu'anthropologue, tu décryptes notamment les transitions de vie et les évolutions sociétales, et plus largement tout ce qui influence nos comportements et nos décisions, dans cette prise en compte du sensible et de l'invisible. Et tu ajoutes, parce que l'être humain est au service du vivant et non l'inverse, j'œuvre pour nous réconcilier intimement avec ce que nous sommes et avec notre environnement. Tu es en plus de tout ça éditrice et auteure avec un E de nombreux ouvrages, dont celui qui résonne peut-être le plus avec cette journée, L'esprit des mots pour retrouver sens et cohérence. Audrey, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Tu nous aides à retrouver du sens et de la cohérence. Pourquoi elle a montré son livre? Je viens de montrer mon livre. Tu oui, dit, voilà, montrez toi, votre tu l'as livre. fait, Donc super. voilà. Sens et cohérence, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci Laurence, merci à tout le monde. Donc effectivement, la problématique, en tout cas la thématique que tu m'as proposée, c'est comment conjuguer et régénérer société, citoyenneté et conscience. Donc je me suis dit, c'est à la fois extrêmement évident et en même temps, par quel bout je prends les choses. Comme tu l'as dit dans la présentation, effectivement, je suis une intellectuelle de par ma formation d'anthropologue, mais plus largement de sciences humaines et sociales. Mais je suis avant tout praticienne, c'est-à-dire que ce que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui s'appuie sur ma pratique à la fois personnelle et professionnelle. Et je vis aujourd'hui de revenus qui sont issus de ma pratique et pas de mes théories. Donc, c'est juste pour recadrer un petit peu. La théorie, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de comprendre, ça nous permet de structurer, ça nous permet de donner un cadre à notre pensée. N'empêche que la pratique, elle se vit, elle se ressent, elle s'expérimente, elle se constate aussi. Et donc, les deux sont complètement indissociables et n'ont pas la même fonction. Ils s'auto-nourrissent, ils s'auto-alimentent l'un l'autre. Donc, mon propos aujourd'hui, il va être principalement de vous donner quelques clés de lecture de ce qui se passe en ce moment au niveau individuel et au niveau sociétal. Et je vais insister sur des éléments de contextualisation. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais voilà, ça va vous donner un angle de vision un petit peu complémentaire et qui va rebondir sur certains éléments qui ont été dits déjà dans la matinée. Contextualisation, pourquoi? Parce que ce qui se passe en ce moment est le sujet de la journée, d'une certaine manière, c'est de revoir notre rapport au monde. Revoir notre rapport au monde et revoir notre rapport au vivant au sens large, pas seulement l'être humain, mais tout ce qui est vivant. Et les avancées scientifiques nous montrent qu'il y a plein de champs qui étaient inexplorés ou incompris, qui aujourd'hui s'ouvrent à nous et nous permettent d'avoir conscience de tout un tas d'autres types de vivants que ce que l'on avait pu imaginer jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, c'est important parce que tout ce qui fait notre quotidien en est impacté directement. Donc notre état d'esprit, notre posture, nos attitudes, tous nos filtres sont colorés par notre rapport au monde.
Et aujourd'hui, on est dans un changement de rapport au monde. Et donc, mon intervention aujourd'hui, certes, elle fait le lien entre les interventions de ce matin et les interventions de cet après-midi, hein, l'aspect scientifique et l'aspect beaucoup plus sensoriel, enfin, si j'ai bien compris un petit peu les interventions de chacun, mais il fait aussi le lien entre ce qui se passe au niveau individuel et au niveau sociétal, hein, ce qui est un petit peu le point de mire, on va dire, le fil conducteur de ma pratique depuis des années et des années, c'est de montrer que les deux fonctionnent ensemble. Et puis, je vais amener aussi une perspective un petit peu plus de temps long, c'est-à-dire prendre un petit peu de distance par rapport à la manière dont on considère le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y en a marre d'être court-termiste, d'une certaine manière. Donc, ça me paraît important de revenir sur une temporalité à la juste mesure de notre espèce. Audrey, excuse-moi, tout le monde n'a pas entendu, a compris court-termiste et n'a pas entendu. Il y en a marre de penser à court terme, c'est ça? Il y en a marre de penser à court terme, exactement. L'être humain, il a une histoire beaucoup plus longue que ça, et à force d'être sur des points de référence de notre société qui sont extrêmement limités, quelques décennies, quelques siècles, voire 2 millénaires, allez, soyons fous, on en oublie ce qui se passe pour notre espèce, pour l'histoire de notre espèce, sur une temporalité beaucoup plus longue. Et donc, c'est ça un petit peu que je vais vous proposer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner ces clés de contextualisation de ce qui se passe au niveau de la société et de l'individu, je voudrais revenir sur les mots, sur le choix des mots, puisque Laurence m'a proposé d'intervenir sur ces 3 notions, citoyenneté, société et conscience. Donc, en lien notamment avec mon livre qui avait pour objectif d'aller prendre des termes extrêmement anodins qu'on utilise au quotidien mais qui sont galvaudés, pour qu'on se comprenne bien pendant mon intervention. Je pense que c'est intéressant et utile de prendre quelques secondes pour recontextualiser, définir ce que j'entends, moi en tout cas, ce que je vous propose comme étant une société, un citoyen ou une conscience. Les mots sont des outils, et si on prend le mauvais outil, on ne va pas avoir les résultats escomptés. Donc, ça me semble important d'être précis dans le choix des mots et de bien utiliser le sens de la nuance, hein, ce qui nous manque quand même beaucoup ces derniers temps dans ce qu'on entend dans la société autour de nous. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? La société, de manière très brève, c'est le fait de vivre ensemble. C'est donc un collectif qui est unifié par tout un tas de critères, donc à la fois des relations, des repères, des traditions, des habitudes, tout un tas de codes qui font que l'être humain, en tant qu'animal social, est relié au collectif. Globalement, une société, c'est ça. On se reconnaît mutuellement comme appartenant à un même collectif, avec des règles partagées et communes. Citoyen maintenant. Un citoyen, on est là sur le champ individuel. Un citoyen, c'est un individu qui jouit de droits politiques. Il a donc un pouvoir politique lorsqu'il exerce son droit politique. Et cet individu, il est reconnu officiellement par un État. Donc, dans une société qui n'a pas d'État, il n'y a pas de citoyen. Le citoyen s'inscrit, existe dans une société particulière. Il y a tout un tas de sociétés dans le monde, et anciennes et actuelles, qui ne sont pas des États, et donc la notion de citoyen n'a pas lieu d'être. Conscience maintenant. Alors, la conscience, c'est un petit peu délicat, même si une certaine définition a été posée depuis ce matin, et je rejoins ce qui a été dit notamment par Olivier Chambon, mais c'est délicat parce que c'est un terme qui est polysémique, donc il y a plusieurs définitions et qui, en fonction des disciplines qui utilisent ce terme, va avoir des définitions différentes. Donc moi, je vais rejoindre un petit peu ce qu'Olivier Chambon posait en début de journée. Et pourquoi je choisis un petit peu cet angle d'attaque? Parce que c'est aussi la compréhension qu'en ont les peuples premiers, peuples racines ou peuples animistes. Moi, je préfère parler de peuples animistes, c'est un peu plus englobant. Et voilà. Donc, toutes ces populations-là, anciennes, mais qui existent encore aujourd'hui, ont cette notion de la conscience
qui est que nous sommes tous en lien avec notre conscience individuelle. Hein, nous sommes dotés chacun d'une conscience individuelle qui est reliée à une grande conscience, la source, un grand tout, mettez le terme que vous voulez. Et cette conscience, qu'elle soit fractionnée en nous ou qu'elle soit unifiée au grand tout, cette conscience, elle est non localisée, donc elle n'est pas ni dans notre tête, ni dans notre ventre, ni en dehors, elle est partout en même temps. Elle n'a pas de forme. C'est une connexion transcendantale qui est un préalable à l'existence physique, corporelle. Donc la conscience est première. Ce qu'on avait posé ce matin, donc je m'inscris toujours là-dedans. Évidemment, ça pose une prise de position de facto. Mais bon, il faut bien poser un cadre pour pouvoir parler ensuite. Et donc, si la conscience est première, ça veut dire qu'en tant que citoyen, nos droits et notre responsabilité politique au sein de la société dans laquelle on vit, et donc les modèles de société dans lesquels on vit, sont des conséquences, des constructions humaines. Ce ne sont que des conséquences. Bon. Ceci étant dit, on va en arriver sur ces éléments de contextualisation. 2 éléments majeurs. Alors, j'aurais pu parler pendant des heures et des heures, mais bon, 20 minutes, ça, c'est restreint quand même. Donc, 2 éléments majeurs qui sont liés l'un l'autre. Le premier, nous vivons une mutation anthropologique. Donc, contrairement à ce que plein de personnes peuvent dire, je ne crois pas que nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes dans une situation de mutation anthropologique. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans la même ampleur. C'est-à-dire que nous sommes dans un changement de civilisation radical. Changement de civilisation radicale, ça ne veut pas dire la fin de l'existence de l'être humain, ça veut simplement dire que le modèle de nos modes de fonctionnement en société change radicalement, avec notamment des changements d'organisation, de rapport au pouvoir économique, mais aussi des modifications dans notre métabolisme, des modifications physiologiques aussi. Donc, l'être humain a déjà vécu plusieurs mutations anthropologiques. On parle très souvent, en tant que grande rupture, on parle très souvent de la sédentarité, notamment. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que la sédentarité n'est qu'une conséquence. Pour moi, ce qui se passait à cette grande époque-là de sédentarité de l'être humain, c'est plutôt la constitution d'États, de cités-États. C'est ça qui a créé tout un tas d'autres conséquences, amenant à une sédentarisation et à la société dans laquelle, à l'un des modèles de société dans laquelle on vit actuellement. Mais il y a eu aussi la domestication du feu, qui a permis à la fois de se chauffer et donc de bouger un petit peu plus en fonction des latitudes, mais qui a permis aussi de passer de l'alimentation crue à l'alimentation cuite, qui a créé des changements physiologiques importants dans l'être humain. Mais la première grande mutation anthropologique, c'était l'utilisation du bâton, qui a permis à l'être humain de passer du stade 4 pattes au stade de la bipédie, avec une transformation du cerveau et tout un tas de changements comme ça. Et pour moi, aujourd'hui, on est dans une nouvelle mutation anthropologique. Donc, ce n'est pas seulement notre modèle de société qui va changer, c'est aussi nous, en tant qu'êtres humains, qui allons explorer de nouvelles adaptations possibles. Et alors, pourquoi est-ce qu'on vit ce changement de civilisation radicale? Parce que le modèle actuel dans lequel on vit est à l'agonie, en fin de compte. C'est-à-dire que l'organisation de notre société ne fait plus sens, c'est devenu obsolète. On voit bien, c'est la fin des institutions, en tout cas des institutions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Il y a un retournement complet sur la place du travail dans notre vie, l'éducation, le médical, voilà, tous les champs sont complètement bouleversés. Et donc, cette société, ce modèle de société dans lequel on vit, était basé sur une idée du progrès. Je ne dis pas l'idée du progrès, une idée du progrès. Un exemple, basé sur 4 critères principaux. Ces 4 critères étaient le progrès technologique, mu par des objectifs économiques, où la matière prime, donc c'est je touche, donc ça existe, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, et le mental qui domine. Donc ces 4 critères-là ont créé la société dans laquelle on vit, qui était extrêmement utile et performante pendant un moment, mais qui aujourd'hui est devenue bancale, obsolète. Donc ce dogme, puisque aujourd'hui c'est devenu un dogme, ce dogme matérialiste, où l'être humain trône en toute puissance, il vit ses dernières heures. Et donc, avec ce modèle de société, c'est donc nous, en tant qu'êtres humains, avec une réalité extérieure,
avec des enjeux de pouvoir sur cette réalité extérieure, hein, conséquence d'une domestication à outrance, domestication des plantes, des animaux, des sous-sols, de l'espace, enfin voilà, on domestique tout, qui fait qu'on a une emprise sur tout. Et ça, c'est plus possible. On en arrive au bout. Et ça amène que individuellement et collectivement de plus en plus, il y a un manque de sens, d'où des reconfigurations des vies individuelles, changement de vie professionnelle, etc., etc. Manque de reliance, manque de cohérence, manque de vivant. En fait, c'est comme si on s'asséchait, hein, si je fais le lien avec Fabienne, hein, il y a de moins en moins d'eau vivante en nous, en fin de compte, on s'assèche, et c'est ce que j'appelle, il y a un manque de sacré. On est en manque de sacré. Et le sacré, c'est une notion qui n'a rien à voir avec le religieux, même si le religieux a utilisé ce terme-là de manière judicieuse au départ, et puis après avec, voilà, avec des conséquences qui sont variées. Mais le sacré, c'est ce qui est vivant, en fin de compte. Si on prend l'étymologie du terme sacré, c'est un terme latin qui est de la même famille que les notions de saint et de santé. Et on retrouve la même chose en anglais ou en allemand. Holy, heilig, c'est de la même nature que health. Donc, on est, peu importe la langue, on est dans des notions qui sont très connexes. Ce qui est sacré, c'est ce qui est entier, ce qui est complet, ce qui permet d'être relié à la grande conscience et d'être relié à la joie. Alors, d'autres diraient l'amour. Voilà, moi, je parle de joie, mais bon, on verra tout à l'heure s'il y a besoin de revenir sur ces notions-là. Et donc, aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qui se passe? On est à un passage de seuil. On est dans une sorte d'antichambre où la marche arrière n'est pas possible. Donc, c'est soit on reste dans l'antichambre, soit on avance. Et pour avancer, il y a plusieurs voies possibles. Hein. Voilà. Aujourd'hui, a priori, on est tous sur des mouvances similaires, d'après les interventions depuis ce matin, mais il existe d'autres mouvances, plus transhumanistes ou autres. Mais l'idée, c'est d'avancer, de passer ce seuil pour passer à autre chose. On est au bout d'un système, il faut passer à autre chose. Et si je me réfère au peuple premier, peuple racine, animiste, etc., ce qu'ils disent très régulièrement, dans leur mythologie aussi et dans leurs paroles aujourd'hui, c'est que l'homme blanc, pour simplifier, il s'est perdu en chemin. C'est comme s'il s'était mutilé. Et pourquoi est-ce qu'il s'est mutilé? Parce qu'en fin de compte, il s'est coupé de lui-même. Il s'est coupé de son environnement, il s'est coupé du sacré, il s'est coupé de sa conscience, il s'est coupé du sensible, il s'est coupé des esprits. Hein, c'est tout le temps les messages qui reviennent de la part de ces peuples racines. Et pourquoi il a fini par se couper? Simplement parce qu'il a construit son monde, il a construit sa société de telle manière que nous, notre habitude, c'est quoi? C'est ça existe, c'est tangible, donc c'est vrai, c'est réel. Parce que c'est tangible, je vais créer des lois qui vont imposer des comportements à l'être humain. Donc, on est sur un modèle de société matérialiste qui impose des comportements avec des injonctions. Et la conscience, elle est quelque part ailleurs. On ne l'intègre pas dans ce mode de fonctionnement. Là où d'autres populations, notamment les peuples animistes, ont une habitude de penser le monde et d'être au monde qui est complètement différente. Et c'est là que j'arrive à mon deuxième point. Et si la société dans laquelle nous vivions était en fin de compte construite à l'envers, sur des logiques contraires à ce qui existe réellement, au réel. Et si, en partant du principe de ce postulat que la conscience est première, nous baignons en fin de compte dans une réalité beaucoup plus grande que ce monde tangible que nous prenons pour vrai. Et là, on revient sur les habitudes de pensée de ces peuples animistes qui sont la conscience prime. Cette conscience, elle s'active via des lois universelles et les êtres humains ajustent leur comportement par rapport à ces lois universelles. Et c'est en ajustant nos comportements par rapport aux lois universelles que nous créons un monde tangible. Et donc là, on voit bien qu'il y a deux conceptions et deux mécaniques du vivant qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Et ça, alors cette conception de conscience prime qui amène à la création du tangible par des comportements ajustés, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les populations animistes, mais pas que.
Si on prend d'autres grandes civilisations, enfin, voilà, moi j'ai commencé anthropologue et spécialiste de l'Inde avec l'étude du sanskrit, des textes sanscrits, on se rend compte que dans les conceptions des philosophies indiennes, hindoues notamment, et védiques, ces invariants-là existent aussi, cette notion de conscience qui prime, etc. Donc, ce n'est pas juste le fait de petites populations tribales, j'ai envie de dire, ça se retrouve aussi dans des civilisations de grande ampleur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment où on prend ça comme postulat ou alors qu'on le vit, qu'on l'expérimente, on se trouve confronté à une incompatibilité de deux types de mondes, c'est-à-dire que ce qui est normal pour notre société est en fin de compte incohérent pour ce que l'on ressent profondément, de manière viscérale, ce que l'on a vécu, expérimenté. C'est comme une illusion d'optique en fin de compte. Alors, il y a plein d'illusions d'optique qui existent. Je vais essayer de prendre une des plus connues, cette image où on voit à la fois une jeune femme et une femme âgée. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Alors, certaines personnes vont voir d'abord la jeune femme, d'autres vont voir la personne âgée, et puis il y en a d'autres qui disent, ben non, moi je vois les deux. Et quand on montre à chacun, non mais regarde, là il y a la jeune femme et là il y a la personne âgée, à partir du moment où on a vu ces deux réalités, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a quelque chose d'irréversible. Et donc, on peut nous raconter, non mais c'est du n'importe quoi, il n'y a qu'une seule femme. Ben, peut-être que pour toi, il n'y a qu'une seule femme, mais moi, ma réalité, elle est que les deux coexistent. Et c'est exactement ça qui se passe dans ce monde, quand on est dans ce monde social, dans cette civilisation, mais qu'on baigne en même temps dans cette réalité d'une conscience qui prime, c'est qu'on doit faire cohabiter ces deux réalités. Et on se rend compte que la société que l'on a construite, en fin de compte, elle est complètement artificielle et superficielle. Et donc, ça amène des changements de mentalité, etc. Et donc, ça participe à cette mutation anthropologique dont je parlais tout à l'heure. Cette connexion à cette conscience qui prime, elle peut avoir lieu, comme on l'a vu, avec des EMI, avec des expériences de transe, avec des accidents, voilà, il y a plein de manières d'accéder à ça. Certains ont ça depuis leur naissance, en fin de compte, ils ont toujours été connectés à ça. Et ça, c'est non négociable. On ne peut pas le discuter. C'est un peu comme les émotions. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. On aime ou on n'aime pas. Tout comme la confiance. Quand on a goûté ces expériences de connexion à quelque chose de plus grand, ces champs élargis de conscience, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'en discuter. Donc, cette réalité s'impose à nous. On ne le décide pas. Elle s'impose à nous. Et à partir de ce moment-là, obligatoirement, toute notre vision du monde va être chamboulée. Donc, notre communication va être chamboulée, soit parce qu'on est capable de parler avec des animaux, avec des plantes, ou de les comprendre, par exemple, ou avec des défunts, ou avec, peu importe, de naviguer dans d'autres espaces-temps. Et même si on ne l'a pas vécu, on peut au moins l'envisager. Et le fait de pouvoir envisager ça change les perspectives que l'on a sur notre rapport au réel. Donc, dans notre communication, ça change tout, mais il y a aussi des informations qui peuvent être vérifiables. Quand on est dans des états de conscience élargis, peu importe par quelle manière on y accède, on peut avoir accès à des informations qui, en revenant dans notre état de conscience dit ordinaire, peuvent être vérifiables scientifiquement. Quand on fait un voyage dans le passé, avec un travail d'archives, par exemple, on peut vérifier certaines informations. De la même manière, des résultats sont tangibles. Alors, on peut dire c'est un miracle, c'est ci, c'est ça. Quand la vie des gens est modifiée avec des peurs qui s'envolent, avec des maladies qui disparaissent, avec des états d'esprit qui sont totalement modifiés, sans forcément passer par de l'EMI. Moi, c'est ce que je vois en consultation. Quelqu'un d'extérieur qui n'est pas dans cette mouvance-là peut dire c'est du n'importe quoi, n'empêche que la vie de la personne, elle est transformée. Donc, il y a bien quelque chose de tangible. Et donc ça ne se passe pas dans notre cerveau, ça se passe vraiment dans notre quotidien, dans le réel. Et il ne s'agit pas de convaincre autrui, il s'agit simplement d'accepter d'être dans une réalité plus grande que la réalité étriquée dans laquelle nous étions auparavant. Donc, ça amène un changement de perspective complet. Donc,
mutation anthropologique et puis le fait de prendre conscience que notre société actuelle, notre modèle de civilisation a été construit d'une certaine manière à l'envers, ce qui intéressait bien à une époque certains dirigeants, c'est bien pour ça que ça s'est fait de cette manière-là, mais bon, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça amène quoi? Ça amène qu'aujourd'hui, en fait, notre société est dans une sorte de rite de passage collectif. Donc, c'est soit tu restes coincé, soit tu passes, quoi. Mais au bout d'un moment, il va bien falloir passer ce seuil dont je parlais. Donc, on n'est pas sur un phénomène de crise épisodique, on est sur une vague de fond avec un enjeu vital. Un enjeu vital de changement d'état d'esprit, de changement de comportement, de sortir d'un dogme qui est devenu obsolète pour aller explorer d'autres champs de conscience, d'autres états de conscience pour réhabiliter le vivant. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit. On n'est pas dans une évolution, on est dans une réhabilitation du vivant. Et donc ça s'exprime sur 4 registres différents. C'est très rapide, j'ai presque terminé, je regarde un peu l'heure. Sur 4 registres différents, premièrement, on n'est pas dans un nouveau dogme dit spirituel ou spiritualiste, on n'est pas dans de l'appropriation culturelle, on n'est pas dans un effet de mode, on est dans une mise à jour profonde et radicale de notre modèle de société et de notre rapport au monde. Si je prends une analogie un petit peu, pas très poétique, c'est comme si on changeait de système d'exploitation d'une certaine manière. Donc le changement, il est radical. Deuxième registre, on n'est pas dans l'ordre de la découverte, on est plutôt dans l'ordre de la remémoration. La remémoration d'un rapport au monde qui existait chez nos ancêtres, qui a toujours existé pour certaines populations, qui est celui de réhumaniser, de nous réhumaniser dans la société, en fin de compte, individuellement et collectivement. Donc, c'est dire stop à la domestication à outrance, qui en est arrivé à nous instrumentaliser. Donc, l'être humain est devenu une machine ou une pièce de rechange pour un système qu'il a lui-même confectionné. C'est dire stop à ce type de process-là pour nous réhumaniser, revenir dans quelque chose de sensible, de vivant, de connecté, de sacré. Troisième registre, on n'est pas dans une construction abstraite, théorique et mentale, on est dans un lien, une connexion, une sensibilité à un monde plus grand, à une réalité englobante. Donc, c'est ça le retour, ce que moi j'appelle le retour au sacré, qui nous permet donc de prendre part dans un monde où coexistent d'autres règnes, où on peut naviguer dans les espaces-temps, où il y a d'autres logiques. L'être humain n'est qu'un représentant du vivant, il n'en est pas au centre. Ce que disent très régulièrement, notamment les peuples premiers. Et puis, dernier registre, c'est que de mon point de vue, même si c'est une terminologie qui est extrêmement utilisée, on n'est pas dans un éveil de conscience. La conscience, elle n'est pas endormie, c'est juste, elle est connectée ou elle n'est pas connectée. C'est du lien dont il s'agit, ce n'est pas d'un éveil. Alors, oui, c'est pratique d'utiliser ce terme-là, mais pour moi, on est dans une lucidité par rapport au réel. Connexion au sacré, à la conscience, permet d'avoir une lucidité par rapport au réel. Et ça se vit, ça s'expérimente, etc. Et ce n'est pas parce que la science ne l'explique pas encore que ça n'existe pas. Voilà. Donc, comment conjuguer comportement, société, conscience? Le danger, de mon point de vue, est de revenir dans des injonctions, comme notre société en a l'habitude, avec il faut mettre du sensible, il faut mettre de la joie, il faut mettre de la légèreté, de la compassion, etc. Pour moi, ça, ce sont des conséquences d'autre chose. Ce qui prime, c'est la connexion à la conscience, donc l'expérience, c'est le vécu qui prime, et qui permet à la pensée d'intégrer ça par la suite. Et donc, de passer d'un mode de vie rétréci, étriqué, à un élargissement des champs de conscience. Donc, ça passe par la sensibilisation, par l'expérience, par les discours, des journées comme aujourd'hui, etc., pour que l'être humain reprenne sa juste place, c'est-à-dire d'appartenir à quelque chose de plus grand au sein d'autres règnes, végétaux, minéraux, esprit de la nature, etc., de reprendre sa juste contribution. Certes, il est acteur et acteur politique, mais il est aussi serviteur de lois universelles, avant d'utiliser les lois humaines. Et puis, dernier point du trépied, sa juste identité, c'est-à-dire que l'être humain est un animal social, animal sapiens, homo sapiens sapiens, sapiens, ça veut dire sage.
il serait peut-être temps de revenir sur un petit peu de sagesse. Donc voilà ce que je voulais vous partager, c'est d'une certaine manière réintégrer une sorte de mystique du quotidien et de notre état d'être pour rééquilibrer l'individu et individuellement et collectivement dans la société, pour que justement cette mutation anthropologique soit un éveil, un épanouissement, un élargissement, et pas quelque chose d'étriqué où l'homme devient de plus en plus machine ou instrument d'une mécanique complètement morte, vidée de son être. Alors, je ne vous entends plus du tout. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Oui, vous comprenez pourquoi je suis fan d'Audrey? Ça y est. Voilà, Audrey sera en conférence ici au mois de mars. Un grand merci, Audrey, une mystique du quotidien. Et alors voilà, cette pensée, moi j'ai appris comme ça, j'ai capté des informations. Une pensée politique, une pensée sociétale repose sur une vision anthropologique. Pour penser collectivement, il nous faut une vision anthropologique. Et ce que j'entends, c'est que ce socle anthropologique que tu nous proposes nous amène à imaginer une politique, une orientation complètement différente avec les deux. Et tu avais dit, et là tu l'as dit brillamment, et un grand merci. En phase de préparation, tu m'avais dit, si je devais résumer, mais c'est impossible, ce que tu as dit, il n'y a pas deux mondes, d'un côté le visible et l'invisible, le matériel et l'immatériel, c'est un seul et même monde. Et c'est dans la conscience de ce seul et même monde que nous avons à penser le cheminement collectif et à penser la politique. Non, mais après toi, en fait, on rajoute rien. Tout ce que je vais rajouter ne sera que de la paraphrase banale. Je voulais juste en profiter pour, puisque tout à l'heure le temps était compté, j'avais juste deux petites informations complémentaires par rapport à l'intervention de Fabienne. Oui. Sur les évolutions justement qui se passent par rapport à l'eau, aux prises de conscience, etc. Je voulais transmettre, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le travail de Valérie Cabane, qui travaille beaucoup au niveau du droit, en fin de compte, parce qu'il y a énormément de vide juridique, et donc elle s'occupe beaucoup, alors moi je ne la connais pas personnellement, mais je suis son travail depuis longtemps, sur les droits à la nature, et notamment le droit de l'eau, hein, que ce soit inscrit dans les textes juridiques, et ça participe à faire avancer les sociétés. Et puis, parmi tous les militants qui œuvrent par rapport aux droits de l'eau, je voulais citer Autonne Pelletier, qui est membre des Premières Nations au Canada et qui, elle, est totalement investie sur le droit de l'eau, la reconnaissance de l'eau en tant qu'entité première, on va dire. Donc, tout ça, ça participe, et individuellement dans l'investissement de ces personnes-là, et ensuite par ce qu'elles mettent en place à faire évoluer la société avec une reconnaissance de l'eau, mais aussi des montagnes, de la terre, du sous-sol, etc., etc. Oui. Alors, pardon, je me permets d'intervenir du coup. Merci Audrey, parce que ça correspond à un des passages que j'ai pas eu le temps de dire. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, merci de l'avoir dit. Merci beaucoup. Bien. Okay. Un grand merci. On va vous applaudir pour terminer. Merci à Olivier d'abord, qui n'était pas là, mais qui était là quand même un peu avec nous. Merci à vous trois, Sonia, Fabienne, Audrey. On peut retrouver vos livres, on peut retrouver vos activités sur vos sites. Et Fabienne, tu es aussi praticienne. Et oui, pourquoi c'est pas moi qu'on voit alors que c'est moi qui parle? Bon, Fabienne, j'aime beaucoup, mais normalement, ça devrait être. C'est pas grave. Oui. Non, ça n'a aucune importance, car c'était justement pour vous mettre à l'honneur. Je ne sais pas si Sonia est toujours là, mais on peut retrouver tes réalisations, Sonia, et ton livre. On trouve ça facilement sur le net. On te trouve également, Fabienne, à travers à la fois tes livres et ton activité de praticienne thérapeute. Et j'ai découvert à travers ton livre que tu soignais dans le monde entier à distance. Et on te retrouve également, Audrey, à travers tes publications, et tu l'as dit, tu es avant tout praticienne et accompagnatrice,
et on te retrouve soit parce qu'on a envie de t'écouter en conférence ou parce qu'on a envie de travailler individuellement avec toi via ton site. Hein? Et le livre, tu peux redonner. Et je redonne L'Esprit des mots, le livre d'Audrey, mais il y en a un autre qui va sortir prochainement, Audrey. Alors, il y en a eu 3, il y en a un prochain qui sort en février, qui sera en lien avec les peuples racines notamment. Maison d'édition. Une maison d'édition. Alors, celui qui sort en février et les 2 derniers, c'est ma propre maison d'édition. Donc, on peut les commander en librairie, mais sinon sur mon site. Et l'Esprit des mots, pour l'instant, il n'est accessible que sur mon site. Voilà. Alors, je vous donne les consignes. D'abord, un grand merci aux personnes qui nous écoutent de chez elles, pas derrière leur ordinateur. Merci Fabienne pour ce temps de partage et de reliance à travers l'espace et le temps que tu nous as fait vivre. Et nous étions reliés aussi avec les personnes à distance. Un grand merci pour ça. Là, ce que nous allons faire en termes de temps, nous allons nous arrêter. Ici, il va y avoir deux services. Ne vous occupez pas de nous. Nous, on va manger du couscous végétarien. Il y aura 2 services. Mais vous mangez vraiment ce que vous voulez chez vous. Mais le couscous végétarien, c'est bon aussi. Et il y a du non-végétarien aussi. Et il y a du non-végétarien aussi, il paraît. Et nous allons nous retrouver, pour celles et ceux qui le souhaitent, à partir de 13h30. De 13h30 à 14h20, nous serons avec les partenaires des fondations, des livres, des éditeurs, voilà, leur nom était sur l'affiche, ça va être trop long de les citer là, pour parler avec eux de cette notion de conscience et de leur parcours. Parce que derrière toutes ces histoires, il y a des parcours d'humains, il y a des parcours de chercheurs, il y a des parcours de pionniers. Et c'est ça qu'avec Ivan et toute l'équipe, nous souhaitions mettre en évidence, en lumière. Et pour ce qui est de la continuation, je crois que ça se dit, de la journée, on se retrouve à partir de 14h30 précise. Donc 2 temps, 13h30, 14h30. Audrey, un grand merci car je sais que tu seras avec nous toute la journée. À 14h30, Ivan commence par une synthèse de la température, des questions, des remarques et ce sera l'occasion pour toi, comme tu fais le pont entre le matin et l'après-midi, de commenter aussi et de faire part d'un ressenti ou d'une réflexion si tu le souhaites. Très bien, parfait. Fabienne, tu vas rester avec nous, tu nous quittes là. Non, je reste avec vous. Oh, aussi, alors tu seras là dans l'interaction. Ben, tout le monde vous en est reconnaissant. Un grand merci. Au revoir aux personnes en virtuel. Je crois que Philippe veut dire un mot. Pour la salle, alors attends, on va couper le... Vous ne partez pas, vous. Merci, on va juste couper la connexion. On se retrouve à 13h30.